Imaginez-vous piégé dans une grotte inondée et obscure, enterré à plusieurs kilomètres de la sortie, sans aucune nourriture et avec l'oxygène qui se raréfie à chaque minute qui passe. Avec comme seule option pour survivre, une plongée de plusieurs heures dans des cavités étroites, dans le noir total, sans la possibilité de reconnaître votre chemin. Et bien sûr, sans aucune bouteille de plongée. Autant dire qu'il semble n'y avoir aucune solution. C'est une histoire vraie qui est arrivée à 13 enfants en Thaïlande en juin 2013. Ce fait divers a été relaté dans plusieurs médias internationaux. Il a même été l'objet d'un très bon film qui raconte avec précision l'aventure de ces enfants qui se sont retrouvés au fond d'une grotte à plus de 4 km de la sortie. Cette grotte se situe au pied d'une montagne. Comment se sont-ils retrouvés au fond? Tout simplement de leur plein gré. Après un match de foot, l'équipe de jeunes garçons, âgés d'environ une douzaine d'années, décide d'aller rigoler et se balader dans cette grotte accessible au public. Il n'y en a qu'un seul qui a décidé de rentrer directement chez lui. Vous allez voir, ça a une importance pour la suite de l'aventure. Quand il s'aventure dans la grotte, il n'y a pas encore d'eau. Il n'aurait pas pu y aller sinon, et il n'aurait jamais pris le risque d'y aller, cette grotte étant réputée comme étant très dangereuse durant la période des pluies. Après plusieurs heures de marche, en s'enfonçant toujours plus dans la grotte, la pluie commence à tomber avec force. C'est le début de la mousson, le début de la période des pluies, mais aucun enfant ne peut l'entendre ni s'en apercevoir. Ainsi, le piège se referme sur eux, minute après minute, sans qu'aucun enfant ne puisse en avoir conscience. L'eau s'infiltre dans la grotte, jusqu'à complètement en barrer l'accès. Plus de marche arrière possible. Ils sont bloqués, peut-être même noyés. Certains passages sont tellement étroits que même des enfants peuvent avoir du mal à s'y faufiler. Bien sûr, les téléphones ne passent pas sous terre. Les parents n'ont donc aucun moyen de les contacter. Par chance, celui qui avait décidé de rentrer chez lui informe les autres parents de la destination à laquelle ils sont allés. Ils savent donc qu'ils sont piégés au fond de la grotte. Voilà plusieurs heures qu'ils n'ont plus aucune nouvelle. Je vous laisse imaginer leur niveau d'anxiété. Ils oscillent entre imaginer le pire et bien sûr, continuer de garder espoir. Ils installent maintenant un campement devant la grotte, avec plusieurs bénévoles. Mais les jours passent sans avoir la moindre nouvelle. Cela fait maintenant une semaine et la pluie continue de tomber sans cesse. Il est impossible d'attendre que le problème se résolve de lui-même. C'est en effet le début de la saison des pluies, le début de la mousson. La grotte peut être inondée pendant des mois et des mois. Si vous attendez plus, ce sera fatal. Vous allez maintenant vous mettre à la place de l'équipe de sauvetage. Le but de ces simulations est de vous initier à des techniques efficaces dans la résolution de problèmes. Si vous résolvez les différentes énigmes qui composent ce sauvetage, vous pourrez alors peut-être sauver ces enfants. Chapitre 1. S'immerger dans le problème. Première étape, il vous faut comprendre le problème. Pour cela, les habitués de la grotte vous donnent un plan de celle-ci. Vous comprenez alors que cette grotte est très grande et que les enfants ont pu s'aventurer loin dans la grotte. Vous interrogez le dernier enfant qui a vu le groupe, celui qui avait joué avec eux au match de foot mais qui est rentré chez ses parents directement. Vous comprenez alors que le groupe est composé d'enfants de 11 à 16 ans. Le plus âgé est leur jeune entraîneur. Lorsqu'ils ont commencé le parcours de la grotte après leur match, il ne pleuvait pas encore. Ils ont dû poursuivre sans crainte leur aventure en comprenant trop tard que la grotte était désormais submergée. Vous faites donc l'hypothèse qu'ils ont dû se rendre compte que l'eau était en train de monter et en voyant qu'ils ne pouvaient pas repartir en arrière, ont trouvé refuge sur une partie préservée de la submersion. Ce n'est malheureusement qu'une hypothèse. Cela veut dire que vous n'en êtes pas sûr, mais que vous le supposez. Peut-être se sont-ils retrouvés complètement piégés et peut-être se sont-ils noyés. Il faut maintenant la vérifier. C'est à ça que servent les hypothèses, simuler une réalité à laquelle vous n'avez pas accès et réfléchir à la manière d'avoir des informations pour la confirmer ou au contraire l'infirmer. De plus, il vous faut aller très vite car il est probable que si les enfants sont coincés dans une poche avec de l'air, ce qui est votre hypothèse, ils pourraient consommer peu à peu l'oxygène et se retrouver asphyxiés. Pour vérifier votre hypothèse, il vous faut vous immerger plus en profondeur encore dans le problème. Et ici, s'immerger, c'est au sens littéral. Il va vous falloir plonger, quoi. Mais c'est une immersion extrêmement périlleuse. Imaginez-vous la plongée suivante. Il va falloir avancer des heures dans des galeries dans lesquelles vous pouvez à peine passer. Parfois, vous devrez porter le matériel à bout de bras, enlever les bouteilles, vous faufiler, et ce dans l'obscurité la plus totale, juste la lumière des torches de votre casque, avec le risque constant de vous perdre et avec des courants qui peuvent vous emporter, vous plaquer contre une paroi. Voici la première énigme à laquelle vous allez devoir répondre. Quel type de plongeur allez-vous recruter pour cette mission? Alors la solution 1, l'association de plongeurs amateurs de la région. La solution 2, les plongeurs militaires du pays concerné, donc la Thaïlande. Et enfin, solution 3, des plongeurs internationaux spécialisés dans la spéléoplongée, en d'autres termes, la plongée souterraine. La réponse est prioritairement la réponse 3. En effet, ce type d'expertise mélange du savoir-faire
avec des gestes précis, de la gestion d'émotions et de l'anxiété, et bien sûr de la planification stratégique pour faire un plan de la plongée sans y laisser sa peau et en pouvant donc revenir. Et pour créer cette expertise, il faut énormément d'heures de pratique. C'est la raison pour laquelle il vous faut sélectionner des plongeurs très entraînés à ce type de conditions. En l'occurrence, une poignée d'hommes d'une cinquantaine d'années environ ont répondu à l'appel. Ils ont à leur actif plusieurs plongées dans des grottes assez similaires. Si vous avez aussi associé la réponse 3 à la réponse 2, vous faites un sans faute. Car les plongeurs militaires vont apporter un relais et une aide précieuse, tant matérielle qu'humaine. Vos plongeurs s'élancent maintenant dans la grotte. Et après 4 heures de traversée, dans des conditions d'une rare violence, ils décident de rebrousser chemin. Aller-retour, cela fait déjà une plongée de 8 heures. De plus, la pluie dehors ne cesse de continuer, augmentant encore plus le niveau d'eau dans la grotte à l'intérieur de la montagne, réduisant les probabilités que les enfants soient hors de l'eau, augmentant le courant et les difficultés du travail des plongeurs pour les retrouver. Voilà maintenant la deuxième énigme à laquelle vous allez devoir répondre. Comment réduire le niveau d'eau? Solution 1, utiliser des pompes super puissantes. Solution 2, faire une incantation pour que la pluie cesse de tomber. Solution 3, dériver l'eau de pluie. Solution 4, faire bouillir l'eau pour qu'elle s'évapore. Vous avez sans doute songé à utiliser des pompes super puissantes et vous avez raison. Enlever de l'eau est une excellente idée, mais cela ne suffit pas. Faire bouillir l'eau était bien sûr une mauvaise solution, en admettant que cela soit possible. Vous feriez cuire tout le monde à l'étouffer, et ce n'est pas du tout l'objectif recherché. Quant à l'incantation, ça ne va pas franchement faire avancer concrètement le problème. Ce qu'il faut, c'est empêcher que tous ces litres d'eau de pluie ne s'infiltrent dans la montagne. Et si vous attaquez le problème à la cause, il y aura nécessairement moins d'eau dans la grotte, et donc moins de courant et moins de cavités inondées. C'est une tactique de conception dite de solution radicale, c'est-à-dire des solutions qui interviennent sur la racine du problème. Il vous faut donc compléter l'action des pompes par une dérivation de l'eau de pluie. Une équipe va donc repérer les trous dans lesquels l'eau de pluie pénètre à l'intérieur de la montagne pour dériver l'eau avec des tuyaux et l'amener plus loin, l'empêchant ainsi de s'infiltrer dans la montagne. Cette action n'a pas asséché la montagne, le problème n'est pas totalement résolu. Mais vous avez réussi à faire baisser l'action de l'eau, même si celle-ci devient de plus en plus intense puisque la pluie continue de tomber fortement. Grâce à cette solution, vous avez réussi à rendre les cavités praticables par les plongeurs. Les plongeurs peuvent maintenant reprendre leur exploration de la grotte souterraine. Ils arrivent à nouveau au même endroit que la dernière fois. Ils ont été un petit peu plus rapides cette fois-ci, ils ont un peu appris de leur précédente plongée et ils connaissent de mieux en mieux le terrain. Ils ont affronté de multiples dangers. Rendez-vous compte ce que représente 6 heures d'effort intense à se mouvoir avec difficulté sous l'eau. Ils arrivent dans une cavité avec une poche d'air et là tout à coup, ils sont témoins d'un spectacle incroyable. Plusieurs petites lampes s'allument et scintillent dans l'obscurité. Ce sont les enfants, tous les enfants. Aucun ne manque à l'appel. Leurs visages sont complètement émaciés. Ils ont très faim, ils viennent de passer de nombreux jours sans manger, mais étrangement vous les trouvez très calmes. Comment ont-ils fait pour ne pas céder à la panique? Leur entraîneur adolescent, à peine plus âgé qu'eux, vous dit qu'il leur fait pratiquer régulièrement la méditation pour économiser leurs forces, consommer moins d'oxygène et moins d'énergie, sachant qu'ils n'ont pas de nourriture et que l'oxygène se raréfie dans la cavité. Et cela leur permet aussi de les apaiser malgré le stress important de la situation. Les enfants s'emballent un peu et ils pensent à tort qu'ils sont sauvés. Ils vont devoir encore rester ici, dans le noir, cloîtrés, piégés dans cette humidité permanente et oppressante. Mais les plongeurs peuvent tout de même leur laisser le peu de nourriture qu'ils ont. L'équipe va se relayer pour leur apporter encore plus de nourriture et des couvertures de survie. Ils ne sont plus seuls. Vous informez le monde entier que les 13 enfants vont bien, mais au fond de vous, vous ne savez pas du tout comment les sortir de là. Chapitre 2. Posez le problème correctement. Vous connaissez maintenant les tenants et les aboutissants du problème. Vous pensez désormais peut-être qu'une première formulation du problème ne serait pas si compliquée. Voilà comment vous formulez le problème. Il vous faut sortir les enfants en leur faisant faire le trajet inverse lors d'une plongée de retour. Le problème vous semble-t-il bien formulé ainsi? Eh bien, peut-être, mais peut-être pas. Formulé ainsi, comment seriez-vous tenté de les sauver? Solution 1, en leur donnant un équipement de plongée et en les accompagnant sur la plongée de retour pour les sécuriser. Solution 2, en développant une autre solution. Ce n'était pas prévu, mais vous devez faire face à une nouvelle situation. Une des personnes chargées de l'entretien des pompes s'est faite piéger par la montée des eaux subite dans une cavité à quelques mètres de l'entrée. Même si vous avez trouvé la solution pour réduire l'arrivée d'eau, rappelez-vous que la pluie continue de tomber de plus belle. Alors, l'eau peut continuer de monter par moments,
même si les personnes qui travaillent à détourner l'eau à la pomper en évitent une grosse partie. Ce technicien, absorbé par sa tâche, a donc fini de réparer sa pompe sans s'apercevoir qu'il était maintenant bloqué par la montée des eaux. Un des plongeurs très expérimentés lui fournit le matériel pour faire cette courte plongée, lui faire atteindre l'entrée et le libérer de sa prison humide. Voilà donc pour vous une bonne opportunité de tester la solution de donner un équipement de plongée à un amateur et de l'accompagner dans sa plongée. Dans la recherche de solutions, cela s'appelle une expérimentation. Vous allez tester une solution dans une version réduite. Ici, c'est une courte portion qui dure que quelques mètres, quelques minutes, là où la vraie solution devra permettre aux enfants de faire une plongée de plusieurs kilomètres de plusieurs heures. Le résultat de cette plongée est malheureusement sans appel. Une véritable lutte s'est engagée avec le plongeur amateur, qui a paniqué à plusieurs reprises, retirant son masque mais aussi celui du plongeur expert qui l'accompagnait. Le pauvre plongeur amateur, submergé par des crises d'angoisse, chercha à remonter à la surface à plusieurs reprises, alors qu'il était encore dans la cavité inondée, heurtant sa tête sur la roche, manquant plusieurs fois de se blesser gravement. Avec l'aide du plongeur expert, heureusement, il est tout de même arrivé à regagner la sortie, à retourner à l'entrée de la grotte, mais très péniblement, en passant à deux doigts d'une catastrophe qui aurait pu lui coûter la vie, mais aussi celle de l'expert. Autant dire que cette expérimentation n'est pas du tout concluante. Vous pouvez désormais compléter votre compréhension de la situation avec la bonne formulation du problème. Il faut sortir les enfants en leur faisant faire le trajet inverse lors d'une plongée, mais sans qu'ils paniquent. Maintenant que vous avez bien posé le problème, vient l'étape dans laquelle il va falloir que vous fassiez preuve d'une grande créativité. Chapitre 3, créer une solution adaptée. Vous avez maintenant votre problème parfaitement posé, il faut sortir les enfants en leur faisant faire le trajet inverse lors d'une plongée sans qu'ils paniquent. Vous savez donc qu'une partie de la solution va consister à leur mettre un équipement de plongée et à les aider à franchir l'ensemble des difficultés du parcours qui dure plusieurs kilomètres. Vous devez trouver une solution fiable pour les amener à ne jamais stresser ou du moins à maintenir leur niveau d'anxiété et de stress suffisamment bas pour qu'à aucun moment ils ne mettent leur vie en danger ou celle des plongeurs professionnels. Et puis le stress, comme vous le savez, consommerait inutilement leur force et leur oxygène, ce dont ils ont cruellement besoin pour réussir l'intégralité des 4 km. Vous organisez maintenant une session de créativité et il en ressort les pistes de solutions suivantes. Laquelle allez-vous choisir? Solution 1, vous renforcez les compétences méditatives des enfants en leur faisant suivre un parcours initiatique avec un moine expert pendant plusieurs jours. Solution 2, vous donnez des drogues aux enfants afin qu'ils puissent planer pour ne pas stresser. Solution 3, vous endormez les enfants pour qu'ils ne soient pas du tout conscients. Solution 4, vous faites participer les enfants à un entraînement intensif à la plongée. Vous avez peut-être choisi la solution de renforcer les compétences méditatives des enfants. Après tout, vous avez découvert qu'ils avaient déjà de très bonnes bases lorsque vous les avez croisés pour la première fois. Il suffirait d'entraîner et d'approfondir ces bases. Mais comment allez-vous trouver un moine expert capable de réussir cette plongée très extrême pour se rendre jusqu'aux enfants? Et puis, pensez-vous sérieusement que les enfants pourront apprendre aussi vite? Même chose pour l'entraînement intensif à la plongée. Honnêtement, il semble peu vraisemblable que les enfants apprennent aussi vite. Il faut des centaines d'heures d'entraînement à la spéléoplongée pour commencer à l'aborder sereinement. Et puis cet entraînement ajouterait beaucoup de plongeurs dans la cavité, réduisant nécessairement l'oxygène qui s'y trouve. Vous pourriez le tester au préalable, sur un autre groupe d'enfants, pour ne pas perdre inutilement de l'oxygène. Mais le test demanderait beaucoup de temps. Et le temps, rappelez-vous, joue contre vous. La saison des pluies bat son plein maintenant, la pluie continue à tomber avec énormément d'intensité. Vous avez peut-être alors songé à donner de la drogue aux enfants, des anxiolytiques par exemple, pour réduire significativement l'anxiété. L'ennui, c'est qu'ils pourraient devenir très négligents vis-à-vis de la situation et ne plus se concentrer réellement sur l'effort à accomplir. Ils pourraient commencer à prendre des risques inutiles ou accepter la situation sans continuer à activer leur instinct de survie. Il ne vous reste plus qu'à endormir les enfants. Cette solution vous semble la plus souhaitable, celle qui dans votre projection mentale vous fait dire qu'elle a le plus de chances de fonctionner. Vous transporterez alors les enfants comme des colis ou comme du matériel. Les plongeurs l'ont déjà fait sur cette même mission puisqu'ils ont déjà apporté de la nourriture et de l'équipement aux enfants. Ils pourraient faire tout à fait les mêmes choses en amenant les enfants sur le trajet du retour. Mais tout ceci n'est qu'une projection. Il vous faut pouvoir le réaliser en vrai. Des considérations éthiques ne vous permettent évidemment pas de prendre un enfant qui n'est pas en danger et de l'endormir pour le balader dans une grotte sous-marine. Vous ne pouvez donc absolument pas expérimenter la solution. Il va falloir vous contenter de la réalité. Pour mettre en œuvre cette solution, il vous faut recruter plus de plongeurs professionnels. Vous utilisez le réseau des plongeurs internationaux déjà existants, ça marche. Le recrutement est fait. Mais il vous faut aussi un plongeur d'un type très spécial, un plongeur anesthésiste. Cette branche de la médecine qui est spécialisée dans l'endormissement des patients. Vous croisez les doigts et vous utilisez là encore le réseau des plongeurs professionnels
et vous êtes chanceux. Vous trouvez un plongeur dont le métier est anesthésiste et qui est passionné par la spéléoplongée. Décidément, vous êtes vraiment chanceux puisqu'il décide de tenter le coup malgré l'absence des outils habituels et l'incapacité à pouvoir monitorer, c'est-à-dire à suivre l'évolution du produit dans le sang du patient. Pour pallier ce problème, chaque plongeur aura avec lui des injections pour administrer à nouveau le produit si l'enfant qui l'accompagne montre des signes de réveil durant le parcours. Les personnes en situation de décider localement acceptent la solution, le plan est validé. Allez, maintenant c'est parti. L'équipe de plongeurs est prête, ils font un essai sur le premier enfant et ça fonctionne. Ça fonctionne. Cette succession de bonnes décisions dans un bon processus de résolution de problèmes vous a permis de sauver la vie des 13 enfants. Un grand bravo à toutes celles et ceux qui y ont contribué sur le terrain. C'est une très belle démonstration de l'énergie collective quand elle s'applique les bonnes approches. Si elle ne peut pas littéralement déplacer des montagnes, la force collective peut faire sortir des enfants piégés au fond d'une montagne inondée. Félicitations à vous qui avez revécu l'aventure en vous initiant à ce qui permet de résoudre des problèmes. Je vous invite maintenant à essayer d'appliquer les 4 grandes étapes qui correspondent aux 4 chapitres de la vidéo. Très rapidement, faites-le rapidement tant que c'est encore frais. Prenez un problème que vous rencontrez actuellement, ne me dites pas que vous n'en avez absolument pas. Si c'est le cas, allez demander à quelqu'un en commentaire, il vous prêtera un de ces problèmes à résoudre. Prenez ce problème et essayez d'appliquer les 4 étapes de résolution du problème. Dites-nous en commentaire comment ça s'est passé. Disposez maintenant de techniques efficaces avec cette initiation, à vous de les appliquer. Dans le prochain contenu, vous aurez un nouvel outil précieux qui vous permettra d'être encore plus fort pour trouver vos solutions. Merci pour votre écoute et à bientôt.